Interview d'artiste par Chantal Leclerc. Mon invité d'aujourd'hui est François Guillain, propriétaire de l'ancien prieuré de Moutier-Haute-Pierre dans la vallée du Doubs. François Guillain, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous avez fait entièrement restaurer cet ancien prieuré pour qu'il devienne un lieu de rencontre et aussi un lieu de culture avec sa partie musée. Et j'aimerais bien qu'on parle d'abord de cette partie musée. Comment avez-vous établi le choix des artistes et des œuvres proposées ? Bien écoutez, ce bâtiment était un bâtiment historique qui était en désuétude. Oui. Et quand j'ai décidé avec mon épouse de le reprendre, on n'avait pas d'objectif très particulier d'usage. Mm-hmm. Et donc on avait quand même pour objectif principal, c'était de le restaurer et de lui permettre de retrouver son lustre d'antan, si on pouvait imaginer ça. Et à partir du moment où on a commencé à restaurer, on a eu beaucoup de difficultés naturellement, puisqu'en plus c'est un bâtiment classé. Et on en bien parlera entendu, certainement. Bien sûr. Et bien entendu, il fallait au bout d'un certain temps se dire que peut-on faire de ce monastère. Et il se trouve qu'il y avait une partie nord du bâtiment qui est le long de l'église actuelle de Moutier-Haute-Pierre, qui était assez difficile à restructurer, et puis par différentes échanges, et notamment ayant eu le plaisir de rencontrer Madame Chantal Duverget, je me suis rendu compte qu'il manquait dans cette région franc-comtoise d'un musée des peintres comtois. Beaucoup de musées ont de la peinture comtoise. Oui. Mais curieusement, personne ne s'est consacré essentiellement à cet objectif. Et après, donc, notamment avoir lu les deux livres sur les peintres franc-comtois réalisés par Chantal Duverget, je me suis dit, mais voilà un fil conducteur qui est parfait, il n'y a plus qu'à l'exploiter, à l'explorer. Et j'ai rencontré donc Chantal Duverget, avec laquelle on s'est parfaitement compris, et j'ai surtout compris que cette idée de réaliser un musée des peintres comtois avait vraiment beaucoup de valeur. Et donc, je me suis intéressé un peu plus à la peinture comtoise, parce que je n'avais pas, au départ... pas particulièrement... voilà. d'affect pour cette peinture, même si je l'appréciais, je m'en étais pas particulièrement occupé. Et donc, j'ai découvert cette peinture avec l'immense plaisir, en me disant que, bon, on a un peintre célèbre en Franche-Comté qui est bien entendu Courbet. Ah oui, il n'était pas question d'aller faire, c'est juste. d'aller faire, je dirais, la continuité de Courbet. Donc, je me suis dit, on va prendre les peintres de l'après-Courbet. Après Courbet. Donc, on a travaillé sur les peintres du 19e et du 20e. Et comme j'ai deux surfaces sur deux niveaux dans ce bâtiment de chacun 160 mètres carrés, on a décidé de faire le premier niveau sur les peintres du 19e. Et bien entendu, là, on tombe sur les maîtres tels que Isambard, tels que Fanard, tels que Bavoux, tels que Trémolière, Zingue. Alors Zingue et Rose, c'est quand même plus considéré comme... Ils sont déjà au 20e. Donc, par contre, vous avez d'autres peintres comme Ordinaire, comme Pointelin, qui sont tout à fait de cette époque-là. Et donc, on a bâti une offre sur ces peintures. J'ai eu la chance depuis une dizaine d'années de pouvoir faire un certain nombre d'acquisitions et de trouver des gens qui pouvaient me prêter quelques peintures pour faire un affichage parce particulièrement il fallait trouver les œuvres là. Voilà, donc sur la première partie du 19e siècle, j'ai des salles spécifiques, notamment donc pour Isambard, qui était l'élève de Fanard, qui était aussi une autre salle spécifique, mais lequel Isambard, pour moi, je crois, a dépassé son maître. Je trouve que c'est vraiment un peintre extraordinaire. J'aime énormément, là, oui. Un peintre vraiment extraordinaire, et donc on le met en avant comme premier contact de cette visite. Oui. Et puis ensuite, Fanard, Pointelin, Isambard, Pointelin, et puis
faut couper, j'ai oublié, ordinaire. Ah oui, hein, ordinaire. Sachant que, curieusement, cette famille ordinaire, il se trouve qu'on a acquis, il y a une dizaine d'années, leur ancienne propriété qui est à Mézières-Notre-Dame. Ah oui. Et c'est ma fille qui habite donc dans cet emplacement. Et donc, il y a un affect particulier. Et il se trouve que les toiles d'ordinaire, on n'en trouve pas beaucoup. Parce qu'en fait, c'était avant tout un ami de Courbet. Il travaillait aussi pour Courbet. Oui. Et il a peint plutôt, lui, dans la continuité de Courbet. Oui. Alors que Isambard, c'est beaucoup plus un peintre naturaliste, très pointilleux, très pointu, et vraiment de très très grande qualité. Les fins d'après-midi, Isambard. Absolument, absolument. Et alors, vous parliez de la maison d'ordinaire, de la propriété d'ordinaire. Ça Oui. me fait penser que l'année dernière a été mise en vente la maison d'Isambard Oui, j'ai à appris ça. Besançon. Oui, tout à fait. Alors, avec décoré, d'ailleurs décors peints par Isambard. avec vitraux, tout à fait, etc. tout à fait, ouais. Commandé par Isambard ou réalisé par Isambard. Absolument. Ça donne très envie. Ben, j'espère que celui qui l'a acquis j'espère que celui qui l'a va acquis la restaurer et la mettre ouais. en valeur. Hein. Ah c'est ouais. clair. C'est Ouais. clair. Là, ce sont des occasions extraordinaires Absolument, quand on a les absolument. moyens de... Tout à fait. Et donc, dans une troisième salle, donc Isambard et Fanard, il y a une troisième salle où j'ai regroupé justement une œuvre de chacun de ces artistes. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir une vision et un comparatif entre Fanard, Isambard, Tirode aussi que j'ai installé, et puis Bavoux. Donc c'est assez intéressant de voir comme chacun peint, comme chacun a pu apporter, je dirais, sa couleur, sa palette de peinture. C'est très intéressant. Oui. Très intéressant. Et alors, ce qui est bien aussi dans les salles de ce musée, c'est que c'est pas juste un petit cartel. Vous avez fait des grands panneaux qui racontent la vie et l'œuvre des artistes. Tout à fait. Ben, moi, je dirais que je ne suis pas un professionnel de l'art. J'ai eu la chance d'abord d'avoir cet échange et d'être accompagné par Chantal Duverger, à qui j'ai demandé de faire la généalogie de chacun, oui. Et puis de nous faire les cartels pour chaque œuvre, avec tout son professionnalisme, où effectivement on aurait pu dire beaucoup de choses, mais il fallait concentrer ça sur des petits cartels de déjà 20 c'est très original, c'est bien fait, voilà, c'est et ça. on apprend énormément. On a cherché l'originalité, on n'est pas en rivalité de personne, donc je suis libre de mes mouvements puisque je dépends que de moi-même, et donc on a pu innover dans un certain nombre de présentations, et notamment pour les biographies des artistes, où on a eu la chance de pouvoir obtenir le droit de mettre une photo de ces artistes. Donc c'est un lieu agréable. Oui.
Interview d'artistes sur RCF, Chantal Leclerc. François Guillen, nous parlons ensemble de l'ancien prieuré de Moutier-Haute-Pierre que vous avez restauré. Et nous parlions avant la pause de l'étage 1 du musée qui est dévolu à des peintres franc-comtois du 19e. Et vous nous avez annoncé... Au deuxième étage. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, du 19e. Et donc vous nous avez annoncé qu'il y avait aussi au deuxième étage... Oui, tout à fait. Des artistes du 20e. Oui, parce qu'on s'aperçoit d'ailleurs très nettement qu'il y a une grosse différence de peinture entre ces artistes du 19e et du 20e. Et donc au 20e, on a essayé de travailler sur l'idée de l'histoire des Annonciades de Pontarlier, avec quand même des peintres qui ont marqué vraiment leur territoire, des peintres tels que Bourroux, tels que Fernier, tels que Charigny, tels que Rose. Donc ce sont des peintres qui sont vraiment marquants. Et donc on les a mis en avant sur ce deuxième étage. Est-ce que ça veut dire que vous avez arrêté à peu près au milieu du siècle? J'ai essayé de... Oui, tous les peintres que j'ai, mis à part un, ils sont tous décédés, donc notamment les derniers qu'on a mis en avant, qui sont Bourgeois et j'ai perdu le nom, mais ça me reviendra. Donc on a mis en avant tous ces peintres qui ont marqué leur histoire et qui sont aussi d'une peinture assez extraordinaire. Assez classique, dans leur style, chacun a son style. C'est ça qui est intéressant dans ce musée, c'est qu'on découvre, je dirais que chaque artiste a sa signature, son monde, son environnement, et c'est ça que je trouve assez extraordinaire. On a mis en avant par exemple Udo, qui est aussi parce qu'il y a aussi de la sculpture. Il y a de la sculpture, effectivement, et ça, c'est vraiment un sculpteur assez exceptionnel. Malheureusement, on trouve assez peu d'œuvres disponibles, je dirais, sur le marché, mais c'est un artiste que j'apprécie énormément, et que je regrette d'ailleurs, parce que je suis un peu contemporain avec lui. Je regrette de ne pas avoir connu physiquement tous ces artistes, parce que moi, j'avais une autre activité professionnelle intense, et donc naturellement, j'étais pas tourné vers ce monde-là à cette époque-là. À cette époque-là, oui. Donc ça, c'est une exposition, on peut dire, permanente. Quand faites-vous la réouverture cette saison? Écoutez, il se trouve que ça s'est fait il y a une quinzaine de jours, puisque ça a été ouvert le 18 mars. Ah, d'accord. Donc c'est déjà ouvert au public. Tout à fait. Ouais. Et nous étions sur l'exposition permanente. Est-ce qu'il y aura, ou est-ce qu'il y a déjà en projet, des expositions temporaires? Alors, je croyais que c'était un secret bien gardé, mais effectivement... Ah bah, c'est un scoop alors. C'est un scoop. J'ai effectivement décidé cette année d'ouvrir une nouvelle salle qui sera consacrée à une peinture plus contemporaine, qui va ouvrir, je pense, on va faire ça courant mai. Courant mai. Voilà. D'accord. Et qui restera tout l'été aussi. Qui restera tout l'été. Ouais. J'offrirai à des artistes avec une signature très différente les uns des autres, de pouvoir s'exprimer. Donc des contemporains. Et des contemporains. Donc ça fait partie de ma personnalité. Moi, je ne veux pas m'encadrer, me fermer dans un lieu, dans un monde unique. Je pense qu'il faut aussi faire vivre ce musée pour attirer
les visiteurs qui trouvent vraiment beaucoup d'intérêt dans cette visite. Oui. Nous passons cette demi-heure avec François Guillain et son prieuré de Moutier-Haute-Pierre qui a été entièrement restauré par lui, durant cette année. Grâce à lui, avec lui et son épouse. Absolument. Et nous parlons encore un petit peu de la partie art, beaux-arts. Il se trouve que le jour où je suis venue en visiteuse, l'été dernier, il y avait un groupe d'artistes que je connais. C'est des aquarellistes. Tout à fait. Et alors, ils étaient un peu partout, dans les escaliers, dans le cloître, dans les jardins. Et j'ai trouvé que c'était un plus encore par rapport à tout ce qu'on avait déjà pour visiter ce prieuré. Et est-ce que vous programmez ces journées-là ou est-ce que il se trouve que je suis tombé le bonjour? Écoutez, vous êtes tombé le bonjour. Il n'y a pas de programmation particulière. Non. Il y a des sollicitations. Et naturellement, ce prieuré, il faut qu'il vive. Et je trouve, quand on a des sollicitations telles que cette association qui souhaitait faire une journée Oui. avec tous les adhérents de peinture à l'intérieur de l'ensemble du monastère, Oui. et que c'était une très bonne idée. Et donc, on l'a parfaitement accepté. Et si vous êtes passé ce jour-là, c'était vraiment une grande journée, j'ai trouvé. Ah parce oui, que je trouve pour le aussi. coup, c'est l'ensemble du bâtiment qui est quand même assez grand, hein, puisque Oui. en dehors du musée, il y a quand même tout l'aspect cloître, l'aspect salle du chapitre, l'aspect jardin des simples. En fait, tout ça, ça doit être vivant. Et quand on peut effectivement offrir ce lieu à d'autres artistes, on y est vraiment très, très attaché. Oui, j'imagine. Et vous avez déjà des sollicitations pour cette année? Oui, alors c'est pas moi qui m'en occupe en direct, j'ai une collaboratrice, Virginie Oui. Calvi, qui s'occupe de tout ça. Mais effectivement, on a un certain nombre de sollicitations et on fait aussi visiter à des groupes qui ont des handicapés, etc. Et maintenant, on a un programme de visite qu'on retrouve sur Internet, en visite guidée. Parce que là encore, on a la chance d'avoir une guide tout à fait, Madame Coubard, qui est vraiment exceptionnelle. Et chaque fois qu'il y a des visites commentées, les gens ressortent après 2 heures vraiment ravis. Oui. Et c'est vraiment un vrai plaisir de penser que les gens passent un bon moment, si vous voulez, dans ce Voilà, chez lieu. vous. Voilà, chez moi. Enfin, chez moi. C'est plus véritablement chez moi. Oui. C'est vraiment un lieu public maintenant. Mais c'est un plaisir de voir des gens heureux. C'est ça qui compte. Et alors, donc,
vous avez fait ces restaurations comme ça. Est-ce que vous avez eu un architecte? Est-ce que vous aviez les plans anciens? Comment avez-vous fait les plans nouveaux? Parce que c'est quand même très important, hein, ces bâtiments. Oui, tout à fait. Écoutez, au départ, on a déjà essayé de regrouper tout ce qui existait, notamment un livre qui avait été fait par un ancien propriétaire du manoir de Moutier, qui était un haut lieu touristique aussi et de restauration historiquement. Et il a fait un livre à partir d'archives qui ont été récupérées, notamment à la Révolution française, avec beaucoup d'informations. Et on a retrouvé dans les archives, bien sûr, un certain nombre de plans qui étaient loin d'être les plans de la situation actuelle du prieuré. Et donc, il a fallu faire des relevés, d'où la nécessité d'avoir un architecte, d'autant que le bâtiment est classé et donc soumis à l'approbation de la DRAC pour tout ce qui était travaux. Est-ce que les murs sont classés ou en fait, il y a l'ensemble du site est classé, mais ce qui a focalisé, c'est que il y a dans le lieu deux salons historiques qui sont avec des toiles sur le mur, qui forment des fresques assez intéressantes. Et ce sont ces salons qui sont... Et le cloître, bien entendu. Bien entendu. Ah oui, donc là, les contraintes extérieures... oui, ça n'a pas été simple, je ne vous le cache pas, d'autant que je suis un homme pressé par nature. Oui, et les normes de sécurité et les aussi. normes de sécurité, mais j'ai eu la chance de constituer une équipe principalement locale, pratiquement, la vallée de la Loue avant tout. Et donc tout ça, c'est vraiment passé de manière extraordinaire, une équipe qui a fait un travail remarquable. Je dois dire qu'on n'avait pas à retoucher de structure principale, puisque le bâtiment dans son ensemble est resté complètement dans son intégrité. Ah, d'accord. Néanmoins, il n'y a pas un centimètre carré du bâtiment qui n'a pas été retouché, parce que, bien entendu, il fallait mettre en avant un certain nombre de pierres, un certain nombre de revêtements, muraux, revêtements de sol, qui étaient dans un triste état à l'époque, puisque c'est vrai que quand on a racheté ce bâtiment, les toitures étaient déjà percées. C'était vraiment une situation périlleuse. Limite. Oui, c'est limite. Je pense que si je n'avais pas repris aujourd'hui, ce serait une ruine. Mais on a réussi à faire ce challenge en 7 années, ce qui est assez extraordinaire. Oui, et vous avez réussi à placer des ascenseurs aussi. Alors ça, c'était bien entendu le challenge. Ça a été un bras de fer, bien sûr, avec la DRAC. Mais comment faire vivre un bâtiment comme ça sans permettre à des handicapés de pouvoir s'y déplacer? Et donc, j'ai beaucoup ferraillé, beaucoup travaillé le sujet avec la DRAC, et on a réussi à trouver des accords qui permettent aujourd'hui vraiment de faire une visite, je crois, qui est passionnante, et on le voit dans le livre d'or. Il n'y a que des visiteurs absolument conquis, ébahis. Il n'y a plus de superlatifs. Ça m'étonne moi-même, mais c'est un vrai plaisir de voir que je pense bien, on a fait quelque chose qui plaît. Donc ça, c'est important. Et est-ce que vous êtes absolument satisfait de tout, ou est-ce qu'il y a un ou deux regrets ici ou ailleurs? Non, j'avoue que j'ai aucun regret. J'ai vraiment aucun regret, parce que l'ensemble s'est reconstitué. La déambulation se passe parfaitement bien. On a un petit bar-café qui nous permet d'accueillir qui est très agréable les aussi. visiteurs. Donc je crois que il n'y a pas... J'aurais rien à changer, mais j'ai rien modifié non plus. On a exploité l'existant. On n'a fait que de rajeunir un peu et de remettre, je dirais, le sens un peu plus moderniste de visite de ce lieu. C'est tout. Et alors, les aides publiques, la DRAC... Oui, il y a eu très peu d'aides publiques. Ah oui, voilà, c'était pas tellement à la hauteur. C'est pas que c'était pas à la hauteur, c'est que le rythme de mon objectif ne correspondait pas avec le rythme d'une recherche de subventions systématique. Donc, moi, je suis un homme pressé. D'abord, j'ai un âge qui permet de me dire qu'il faut pas trop traîner. Et j'étais tellement heureux de finaliser cette restauration que, tant pis pour les subventions, on va faire autrement. Oui, mais quand même, il y a eu un petit peu... Il y a eu un tout petit peu de subventions, notamment pour les toitures.
Et alors, c'est une entreprise qui fonctionne sous quel statut? Ah ben là, c'est une entreprise privée, hein, c'est une SCI qui est accompagnée par une société, une SAS, pour le fonctionnement du quotidien. Voilà. Alors, nous arrivons déjà à la fin de cette demi-heure, ça va toujours trop vite. Ah oui, ça va très vite. Pouvez-vous nous rappeler l'adresse, les horaires d'ouverture, vite fait? Mais écoutez, on est en 2 types d'horaires d'ouverture. Jusque de mars, avril, mai, on ouvre de 13h à 18h. De même en septembre, octobre, novembre. Et puis sur la partie d'été, on est ouvert le matin de 10h30 jusqu'à 18h. Tous les jours, sauf le mardi, puisque c'est le jour de repos qui est classique dans les musées, donc on s'est associé à peu près à ce principe. L'adresse, c'est simple, c'est 8 place du Prieuré, à Moutier-Haute-Pierre. À Moutier-Haute-Pierre. Qui est ce joyau placé au fond de cette vallée, assez extraordinaire. D'ailleurs, les moines s'y sont pas trompés. S'ils sont venus s'installer au IXe siècle dans ce lieu extraordinaire, c'est qu'ils avaient une reculée fantastique qui leur permet d'assurer... Il y a une vue tout à fait exceptionnelle. Une vue sur le rocher de Pierre, sur le rocher de la Baume, sur le Moine, sur la vallée. Donc non seulement dans ce lieu on y trouve de l'art, on y trouve l'histoire ancienne, mais on trouve aussi des perspectives fantastiques, y compris d'ailleurs depuis le musée sur le village de Moutier. Tout à fait. Voilà. Grand merci François Guillain. Eh ben merci, ça a été un plaisir de venir vous voir. J'ai même pas besoin de vous dire bonne chance parce que ça marchera certainement au maximum avec le plaisir de tous ceux qui sont déjà venus. Ça fait marcher beaucoup par le bouche à oreille, ça je vous le concède. C'est très bien. Au revoir. Merci beaucoup à vous.